Louvet, bonjour et bienvenue. Bonjour Christophe Barbier. Les syndicats ont décidé de se mobiliser à nouveau le 6 juin. Pourquoi faire ? À quoi ça sert ? Ça sert à continuer de mobiliser pour retirer cette réforme. Parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas, et le président de la République et son gouvernement ne peuvent pas continuer comme si de rien n'était. On a eu lundi une mobilisation du 1er mai qui était historique, plusieurs millions de personnes. Ce sera au mois de juin la 13e mobilisation. On voit que le mouvement ne s'essouffle pas. On voit que le soutien à ce rejet de la réforme reste extrêmement grand. Et donc, nous continuons d'exiger le retrait de cette réforme qui enlève 2 ans de vie aux Françaises et aux Français. Alors pour effacer cette réforme, le groupe Lyotte à l'Assemblée dépose une proposition de loi qui sera justement débattue le 8 juin, 2 jours après cette manifestation. Les députés socialistes voteront la loi Lyotte ? L'ensemble des députés socialistes voteront cette loi Lyotte. L'ensemble des députés de la NUPES la voteront également, parce que nous pensons que ce cheminement démocratique qui a été interrompu par la volonté du gouvernement et par ce passage en force avec le 49.3, doit retrouver aussi une réalité dans le vote de la représentation nationale. Il faut voter, et je pense qu'il peut y avoir une majorité pour rejeter cette réforme. Alors s'il y a cette majorité, ça sera compliqué quand même au Sénat, rien n'est acquis. Est-ce que ce n'est pas un combat d'arrière-garde ? Est-ce qu'il ne faut pas déjà se projeter sur les prochaines échéances, dans 4 ans, mais peut-être avant, en construisant un programme de réforme de la réforme ? Ah oui, bien sûr, ça, il faut se projeter. D'ailleurs, nous y travaillons, nous y travaillerons, on y reviendra sans doute. Mais là, on a aussi un enjeu de court terme. Le gouvernement veut tourner une page qu'on ne peut pas tourner comme ça. Je vous le redis simplement. On parle de retraite, on parle de réforme, on a l'impression que c'est quelque chose de très abstrait. Non, les gens qui sont à quelques années de leur retraite, qui voient 2 ans supplémentaires leur être rajoutés, quand on a des métiers pénibles, des métiers difficiles, et qu'on veut enlever par un simple choix d'analyse politique qui est totalement dépassé 2 ans de vie aux Français, on ne peut pas simplement faire comme si de rien n'était. Donc on continue de demander le retrait de cette réforme qui n'a aucune assise populaire. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Alors c'est vrai qu'il y a eu du monde ce 1er mai, mais ce n'a pas été un raz-de-marée. Les casserolades, c'est pas grand monde sur les déplacements ministériels. Est-ce que l'opinion elle-même n'est pas en train de tourner la page ? D'ailleurs, les syndicats vont aller discuter d'autres choses à Matignon la semaine prochaine. Mais je pense que l'opinion ne tournera pas la page comme ça. Et ce qui est en train de se passer, c'est en train de marquer durablement le pays. Vous savez, quand vous avez une réforme qui est rejetée par 8 Français sur 10, 9 actifs sur 10, vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était. Et même si demain, cette réforme était imposée in fine au forceps, ça laisserait des traces dans notre démocratie parlementaire, dans notre démocratie sociale et dans notre pays qui seraient profondes. Et là, je le dis très clairement, le président de la République et son gouvernement ont une responsabilité majeure dans l'état dans lequel se trouve le pays en ce moment, parce que quand on ne veut pas écouter et quand on avance à marche forcée de manière permanente comme ils le font, ça crée des ruptures qui sont très grandes dans le pays. Il y a eu des violences lors de ces manifestations du 1er mai, à Paris beaucoup, mais aussi à Lyon, à Nantes, à Rennes, avec la complicité de Jean-Luc Mélenchon, dit Gérald Darmanin. Darmanin est 100% responsable des violences, dit Jean-Luc Mélenchon. C'est un chef lamentable. Vous êtes de quel côté ? Les deux propos n'ont aucun sens. Voilà, de quel côté je suis, très clairement. Moi, je suis du côté qui est de dire, quand on a des manifestations qui, comme depuis des mois, se déroulent dans de bonnes conditions, on dénonce la violence, on dénonce les casseurs qui veulent et qui sont là pour affaiblir le mouvement. Oui, il y a un problème de doctrine de maintien de l'ordre dans notre pays. Oui, il y a eu des dérapages parce que les policiers, les CRS sont sans doute fatigués, épuisés, parce qu'ils ont des consignes de la part de leur hiérarchie qui, selon moi, on s'y prend mal, quoi. Et on s'y prend mal. Mais la réalité, c'est que toute violence, et ce qui s'est passé lundi, est absolument inqualifiable comme ce qui se passe depuis plusieurs semaines dans un certain nombre de villes de France. Et il y a un moment, là aussi, on doit arrêter. Moi, je veux que les Françaises et les Français puissent venir manifester en toute sécurité. Je veux qu'on retrouve un lien entre la police de ce pays, la police de notre République et les Françaises et les Français. Et qu'on arrête d'attiser en permanence et de jeter de l'huile sur le feu pour opposer les gens. Cette stratégie de l'opposition permanente entre les uns et les autres n'a pour moi
aucun sens. Mélenchon est trop indulgent avec ses casseurs qui, par ailleurs, ont pris à partie des militants communistes. Non, je pense pas qu'il soit trop indulgent, parce que je crois qu'on lui fait un faux procès sur le sujet. Je pense que Jean-Luc Mélenchon fait sans doute partie des élus qui ont le plus écrit sur la question de la violence, sur la question du système même de policier dans notre pays. Ah oui, il a même écrit « La police tue » dans un tweet célèbre. Très nombreuses années. Mais je ne pense pas du tout qu'il soit complaisant. Il a d'ailleurs à chaque fois rejeté les questions de violence. Il dit un certain nombre d'autres sujets. Mais je pense que le sujet est plus complexe que ça. Et on se doit vraiment, j'insiste là-dessus, de dénoncer sans aucune hésitation toute forme de violence. Et de la même manière, Gérald Darmanin est très franchement un ministre de l'Intérieur, et on le voit depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois, c'est un ministre de l'Intérieur qui n'est pas au niveau des responsabilités et de ses fonctions. Il est cynique, parce que c'est un homme cynique, parce que c'est un politicien qui ne cherche en permanence qu'à lui aussi attiser des haines qui n'ont pas de sens et qui ne devraient pas être attisées. Vous savez, quand on est ministre de l'Intérieur dans la République française, on a un rôle qui est un rôle bien particulier, une fonction sans doute au-dessus de bien d'autres. On doit maintenir et aider à maintenir une sécurité publique dans tout le pays et dans toute la nation. Je vois que de bout en bout, dans ce qu'il mène, c'est un échec d'ailleurs sur la question de la sécurité dans les mesures qu'il met en œuvre. Mais en plus de ça, il a toujours des propos qui sont des propos outranciers, qui sont simplement là pour voir sa carrière politique s'amener devant lui. On voit bien quelle est sa stratégie. Il essaye d'aller rabattre les voix de l'extrême droite pour faire celui qui est le plus dur et pour faire le chef de coq dans la basse-cour. Voilà, tout ça n'est pas sérieux. La contrôleuse générale des lieux de privation et des prisons, Dominique Simoneau, dit qu'il y a eu trop d'arrestations dans ce 1er mai parce qu'on a libéré beaucoup de gens après, on n'avait pas de preuves. Est-ce qu'on peut vraiment reprocher aux policiers d'arrêter ce qu'ils peuvent et puis après, la justice tranche? Je crois que on doit s'interroger sur la façon dont on organise les manifestations et dont l'ordre est maintenu dans les manifestations. Faut remettre à plat. Oui, il faut tout remettre à plat, mais ça fait des années qu'il faut tout remettre à plat. Comment expliquer que dans notre grande nation qui est la France, on ne soit pas capable, dès qu'il y a des mouvements qui commencent à prendre un peu d'ampleur, d'avoir un maintien de l'ordre tel qu'on peut le voir dans un certain nombre d'autres grands pays européens où il n'y a jamais de débordement, où il n'y a jamais de difficulté. Je pense qu'on doit tout reprendre, et effectivement, j'ai lu avec intérêt le rapport de la contrôleuse de la défenseuse des droits. Ce qu'elle pointe est inquiétant, et je pense qu'on ne doit pas non plus tomber dans ces dérives d'arrestation un peu aléatoires, je dirais. Le coup de filet. Le référendum d'initiative partagée, deuxième mouture, a peu de chances d'être validé tout à l'heure par le Conseil constitutionnel. Si la gauche arrive un jour au pouvoir, elle refondera tout ça pour qu'on puisse faire des référendums plus facilement? Je vais même vous dire mieux. La gauche, ce qu'elle va porter demain, c'est une 6e République. Parce que ce que nous vivons aussi très clairement là maintenant avec cette crise et depuis plusieurs mois, c'est la lente et pénible agonie sous nos yeux de la 5e République. Donc plus de 49.3, non, parce que on est dans un moment avec une société qui est beaucoup plus moderne qu'au moment où la 5e République a été construite, et où on voit bien que le temps démocratique n'est plus le temps de la vie quotidienne, et que les choix qui peuvent être pris à l'Assemblée nationale et les décisions qui peuvent être prises ne correspondent plus à la réalité de vie des Français, ce qui crée ces ruptures, ce qui crée que les Françaises et les Français se détournent des scrutins, parce que quand on les appelle à venir simplement voter une fois tous les 5 ans pour élire un monarque suprême comme président de la République, qui, tout le monde le sait, n'a pas à lui seul tous les pouvoirs et toutes les décisions dans son château à l'Élysée, tout ça n'a plus de sens. C'est un peu obsolète, donc, c'est un peu rien. On est dans un système où aujourd'hui on doit reprendre de fond en comble notre fonctionnement démocratique, et moi j'appelle, pour le coup, vous voyez, si Emmanuel Macron avait le panache qu'il laisse croire, moi je serais président de la République, je convoquerais un référendum sur la question des retraites, pour faire trancher de manière souveraine par le peuple souverain. Ça serait non, si vous demandez aux gens de prendre des mesures désagréables, même si c'est nécessaire. Je ne sais pas si on dit toujours que les Français ne savent pas faire les choix nécessaires. Moi, je crois que les Français sont très courageux, et ils l'ont prouvé à de nombreuses reprises dans leur passé. Et donc, on doit reprendre de fond en comble cette démocratie. À propos de reprendre de fond en comble, demain, c'est le premier anniversaire de la NUPES. Il y a un séminaire. Est-ce qu'il faut reprendre de fond en comble la NUPES pour son acte 2 ? En tout cas, il faut porter un acte 2 de la NUPES. Et la première chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a un an, quand nous avons créé la NUPES, tout le monde pensait qu'elle allait être enterrée quelques jours après sa création. Ce que je constate avec grand plaisir, c'est que, nous avons soulevé un espoir formidable dans ce pays, que deuxièmement, nous avons su rassembler une gauche qui ne se parlait plus depuis de très nombreuses années. Oui, mais on se parle et on avance ensemble. Et que troisièmement, on a aujourd'hui la capacité d'avancer ensemble pour porter une candidature à l'élection présidentielle unique en 2027. Eh bien, c'est ça notre objectif. Alors,
Vous voyez, l'acte 2 de la NUPES, Christophe Barbier, c'est ça visé doit être 2027. ça. C'est de dire, là, on est dans un moment qui est extrêmement dur pour le pays. On voit l'inflation, le pouvoir d'achat qui est en berne, on voit toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les Français, les services publics, les classes qui ferment dans l'éducation. Eh bien, nous devons dire, nous, femmes et hommes de gauche, responsables de la NUPES, nous voulons porter un projet présidentiel en 2027 qui sera incarné par l'un ou l'une d'entre nous pour changer la vie des gens et pour gagner. Et ça peut passer par une étape intermédiaire qui est chacun chez soi pour les européennes, chacun sa liste. Oui, parce que je crois que là aussi, il faut écouter et accepter ce qu'il en est. Vous savez, la gauche, c'est la diversité. La question européenne est la question la plus difficile dans l'histoire de la gauche. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il a quitté le Parti socialiste en désaccord avec le traité constitutionnel européen et à l'époque, le choix qui avait été fait par la direction du Parti socialiste. On ne va pas faire croire que la question européenne n'est pas une question qui divise au sein de la gauche. Que nous soyons en capacité d'échanger, de parler, je le souhaite, qu'il y ait des débats et une possibilité de cheminer sur des réflexions communes, je le souhaite aussi, mais ne faisons pas croire que s'il n'y avait pas de liste commune aux européennes de la NUPES, ce serait la fin de la NUPES, parce qu'on serait là pour désespérer les gens si on disait ça. Et pour 2027, quelle est votre méthode ? Jérôme Guedj propose une primaire classique, Marine Tondelier des Verts dit non, il faudrait faire une sorte de grand parlement avec des associations, des compagnons de route, et puis c'est ce parlement qui choisirait le meilleur des candidats. J'ai pas d'avis tranché à ce stade, je crois qu'on doit y travailler, on a quelques mois pour le faire. En tout cas, ce que je dis clairement à votre micro aujourd'hui, c'est qu'on doit le faire. L'acte 2 de la NUPES, ça doit être non seulement de travailler à la méthode de sélection de notre candidate ou de notre candidat demain pour l'élection présidentielle. L'acte 2 de la NUPES, ça doit être de travailler aussi ensemble à créer une agora qui permette à ouvrir largement les portes et les fenêtres de la NUPES pour aller dépasser ce qui a fait notre plancher en juin l'année dernière et que ça ne devienne jamais notre plafond pour devenir majoritaire dans le pays demain. L'accord trouvé à Marseille entre majorité et minorité au PS après le dernier congrès, ça marche pas. Vous parlez pas. Non. Je crois que non, il faut dire les choses très clairement. Nicolas Meyer-Rossignol est aujourd'hui dans la minorité du Parti socialiste. Il l'a choisi parce qu'il n'a pas voulu respecter un certain nombre de choses. C'est son choix et moi je le respecte. J'ai toujours respecté les minorités. Mais là, nous, on est là pour avancer, pour transformer le Parti socialiste, pour gouverner demain et pour changer la vie des Français. Faudra un nouvel accord entre vous quand même ? Pour l'instant, les choses avancent bien comme ça. Vous savez, Olivier Faure a une majorité dans le parti. On avance et on construit avec celles et ceux qui veulent construire ce grand Parti socialiste que nous poursuivons. Pierre Jouvet, secrétaire général du PS, un titre que portait Pierre Mauroy qui avait disparu depuis, vous nous le rappeliez. Merci et bonne journée. Merci à vous. Merci messieurs, on retiendra, la gauche va apporter demain une 6e République. On vous retrouve Christophe Barbier demain également avec Fabien Di Filippo qui est député LR de la Moselle. À demain.